Professor, please proceed. Monsieur le Président, Madame les sénatrices, Monsieur le sénateur, Messieurs les sénateurs, bonjour et merci de l'invitation de vous adresser la parole aujourd'hui. À bien des égards, je vais prendre la balle au bond, comme le veut l'expression française, en concentrant mes remarques d'aujourd'hui autour de la décision rendue il y a de cela déjà 2 ans par la Cour suprême du Canada dans le renvoi relatif à la réforme du Sénat. Le titre de ma présentation aujourd'hui, comprendre le renvoi sur le Sénat de 2014 en termes de Rule of Law. L'expression anglaise « rule of law » que je préfère à sa traduction canadienne-française « primauté du droit » ou l'expression franco-française « état de droit ». Donc, « rule of law » est l'expression que j'utiliserai. Pourquoi examiner le renvoi de 2014 en termes de « rule of law » Bien, laissez-moi vous le dire immédiatement d'entrée de jeu. Essentiellement, c'est pour raccrocher le Sénat et la décision de la Cour suprême du Canada à un concept contemporain. On parle de modernisation du Sénat et le métaprincipe du Rule of Law peut y contribuer. La question demeure, pourquoi cet exercice? Parce que le message de la Cour, que pour maintenir, et Errol Mendes le soulignait tantôt, pour maintenir la nature du Sénat, il faut que le processus de nomination, notamment, n'ait pas de légitimité démocratique. On évacue, autrement dit, l'aspect mandat populaire. Ce message, il est contre-intuitif. Il sonne faux dans les oreilles de beaucoup de monde. Et ma thèse est la suivante, qu'à défaut de pouvoir rationaliser le Sénat, y compris son rôle et le processus de nomination des sénateurs et des sénatrices, suivant le principe démocratique si important de nos jours, à défaut de ça, on peut comprendre et on devrait comprendre le message de la Cour dans le renvoi de 2014 en termes de Rule of Law. Un autre métaprincipe de notre ordre constitutionnel. Et la pertinence d'un tel exercice, vous me demanderez sans doute, c'est pour aider, pour contribuer à sa réhabilitation, le Sénat, pour contribuer à le moderniser sur la base des enseignements de notre plus haut tribunal au pays, pour pouvoir le raccrocher, je le disais plus tôt, à un concept contemporain, celui du Rule of Law, et ainsi avoir un phare pour les projets de réforme, pour pouvoir à terme prétendre créer un Sénat 2.0. Dans le renvoi de 2014, la Cour suprême choisit d'aborder le cadre légal applicable à la réforme du Sénat en découpant son avis pour répondre à 4 questions. Pour mémoire, premièrement, il s'agit de la proposition d'élection consultative en vue de la nomination des sénateurs. Deuxièmement, la durée du mandat des sénateurs, qui serait à durée fixe. Et quatrièmement, les qualifications en matière de propriété et la question de l'abolition du Sénat. Je vais me concentrer sur les 2 premières questions et sur les enseignements de la Cour suprême à cet égard. Et pour être encore plus précis, je ne m'intéresse pas, pour les fins de la présentation d'aujourd'hui, à la mécanique de la formule d'amendement, c'est-à-dire les procédures de modification de la Constitution prévues à la partie 5 de la loi constitutionnelle de 1982. Ce sont des aspects importants, certes, mais je vais laisser ça aux spécialistes de cette poutine procédurale, si je puis dire. S'agissant de la première question relativement au processus de nomination et à la proposition de tenir un vote consultatif, c'est surtout là que la Cour suprême discute et élabore davantage sur les différents rôles de la Chambre haute, au nombre de 3, qu'elle a identifiés plus tôt dans sa partie introductive pour référence au paragraphe, précisément au paragraphe 15 et 16. Et pour mémoire, ces 3 rôles sont, et je reprends en bonne partie ce que mon collègue Mendes soulignait tantôt, au premier chef, le Sénat a pour rôle d'être un organe législatif complémentaire, chargé de porter un second regard attentif. The well-known Chamber of Sober Second Thought. C'est nul doute son rôle le plus important. Par ailleurs, la Cour suprême identifie un second rôle pour le Sénat, d'assurer une forme distincte de représentation des régions,
qui se sont joints, bien évidemment, à la Confédération en 1867. Et troisièmement, et là, la Cour en parle vraiment en termes de rôle, et bien que présent maintenant, n'était pas là à l'origine, c'est-à-dire un lieu, le Sénat constitue un lieu permettant d'avoir des parlementaires de divers groupes sous-représentés à la Chambre des communes, historiquement les femmes et les groupes ethniques, religieux, linguistiques, autochtones. Pour revenir à la partie du renvoi de 2014 concernant la possibilité d'élection consultative de sénateurs, c'est là où se trouvent des éléments hautement intéressants par rapport à ma thèse, relativement aux méta-principes du Rule of Law, et ce, en lien avec les propositions de modernisation. Quelques extraits, si vous me permettez. Au paragraphe 57, la Cour suprême écrit ceci, citation, « Comme l'a écrit notre Cour dans le premier renvoi, celui de 1982, en créant le Sénat de la manière prévue par l'acte de 1867, il est évident qu'on voulait en faire un organisme tout à fait indépendant qui pourrait revoir avec impartialité les mesures adoptées par la Chambre des communes. » On ajoute, au même paragraphe 57, « Les rédacteurs ont cherché à soustraire le Sénat au processus électoral auquel participe la Chambre des communes afin d'écarter les sénateurs d'une arène politique. » Et, dernière citation pour le moment, la Cour poursuit au paragraphe suivant, 58, citation, « Parallèlement, la décision de confier à l'exécutif la tâche de nommer les sénateurs visait aussi à garantir que le Sénat ne deviendrait pas un organisme un organisme complémentaire plutôt qu'un éternel rival de la Chambre des communes. » Fin de la citation. Ici, on voit clairement le point que je soulignais un peu plus tôt. La description que la Cour suprême fait du Sénat, elle est très, laissez-moi vous suggérer, contre-intuitive en ce qui concerne la gouvernance d'un État moderne. C'est en porte-à-faux avec le principe démocratique, à tout le moins dans sa compréhension étroite. C'est ici, à mon avis, que doit intervenir l'autre principal méta-principe de notre ordre constitutionnel canadien, le principe du Rule of Law. Pour vous dire et pour contextualiser, à l'international, y compris à l'ONU, le principe de la primauté du droit, du Rule of Law ou l'État de droit, tel qu'on le traduit à l'international, c'est clairement dans l'ordre du temps. Dans son rapport de 2004 devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU à l'époque, Kofi Annan, donnait la définition suivante de l'État, principe de la primauté du droit, qui désigne un principe, citation, un principe de gouvernance en vertu duquel l'ensemble des individus, des institutions, des entités politiques, y compris l'État lui-même et ses organismes, ont à répondre à l'observation de lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique, administrées de façon indépendante et compatibles avec les règles internationales en matière de droits de l'homme. Fin de la citation. Je vous ai épargné les détails, mais dans la doctrine, on a aidé à articuler l'idée du Rule of Law en le découpant en différentes formes. Le Substantive Rule of Law, version donc substantielle, qu'on distingue de la version formelle. On parle de thin version progressing to a thicker version. C'est évidemment calqué sur la doctrine en langue anglaise, d'où l'utilisation des termes en anglais. En conclusion, deux choses, ou de deux choses l'une, comme on aime le dire parfois. Premièrement, pour moi, le concept du Rule of Law, c'est la clé pour comprendre de façon moderne les enseignements de la Cour suprême dans son renvoi de 2014, pour leur donner un écho contemporain, pour leur donner un écho moderne. Par exemple, dans les motifs de la Cour concernant la nomination des sénateurs, insistant sur son rôle premier en tant qu'organisme législatif complémentaire, on parle du processus législatif et de la sagesse requise de nos lois. On fait référence aux propos de John A. Macdonald. C'est précisément au paragraphe 58, qui fait référence au rôle du Sénat pour, je cite, modérer
et considérer avec calme la législation de l'Assemblée, d'empêcher la maturité de toute loi intempestive et pernicieuse passée par cette dernière, sans jamais toutefois, le bémol, s'opposer aux vœux réfléchis et définis des populations. Mon deuxième et dernier point, tout court en conclusion, en plus d'aider à comprendre le renvoi de 2014 et de relativiser le principe démocratique, souvent suggéré obnubilant cette idée de démocratie, le principe du rule of law constitue un genre de phare pour guider la modernisation de l'institution de la Chambre haute. En un mot, ça permet de concilier un processus de nomination des sénateurs non élus démocratiquement avec un métaprincipe de notre ordre constitutionnel, le principe de la primauté du droit prévu expressément dans nos textes constitutionnels. Merci pour votre attention. J'ai hâte d'avoir vos commentaires et questions. Thank you for providing expert evidence to this committee. As you know, our job is to make the Senate more effective under the current constitutional framework. Originally, I had a question regarding the role of the government representative in the Senate. However, Professor Mendez has covered that ground, so I'll move on. Televising of Senate chamber proceedings has been recommended in the report of the symposium in which you participated last year at the University of Ottawa. In addition, my understanding is that it's one of the recommendations emanating from the working sessions organized by Senators Green and Massicotte. To what extent would broadcasting of Senate proceedings increase senatorial accountability? How? And is there a danger that broadcasting might lead to senators focusing on issues of, let's say, public interest as opposed to public importance? And could it shift the focus of the Senate's work? Mr. Mendez, you care to Sure. go first? I think it's overdue, and the fact that much of your exposure right now is through the televising of the Senate, including this one, I presume. So I highly encourage it. If the Supreme Court of Canada can televise its hearings, there's absolutely no reason why the Senate itself cannot do that, and it reinforces some of the recommendations that both Don and Professor Thomas has mentioned in terms of being able to provide the discussion on those areas which the House of Commons doesn't have either the time or the capacity or the expertise to deal with. And I think that could be one of the most profoundly important aspects of a modernized Senate, is to focus on those. I mean, just look at the news. The horrible news we came out of the First Nations reserves yesterday. What really can be done about that? It requires, I hate to even mention it in the presence of the expert in the room. There's not enough time in the House of Commons to fully understand how to meet that challenge, and I think that could be one of the greatest contributions that a modernized Senate could do. Would others care to comment? Brièvement. Votre question me rappelle un débat qu'on a eu en droit pendant très longtemps, de savoir si on pouvait rendre publics les débats parlementaires et les utiliser en cours. On gagne à la transparence, on gagne à mettre sur la place publique toute l'information nécessaire et faire confiance finalement à la réflexion délibérative. Plus il y a de gens intéressés, puis peut-être mon intuition m'amène à douter que ça va créer un engouement extrême, genre reality show autour des délibérations, mais même si c'est minimalement de rendre disponible pour monsieur, madame, tout le monde, les citoyens qui ultimement vont être soumis aux droits et aux lois dans lesquelles le Sénat aura participé à la création, la démocratie et le rule of law vont en gagner, parce qu'un des aspects fort importants, c'est la publicité et la transparence dans l'adoption de ce qui est normatif dans une juridiction. Merci, M. le Président. J'aimerais d'abord remercier nos 4 experts d'avoir généreusement accepté de venir témoigner devant le comité ce matin. Ma question s'adresse plus spécifiquement au professeur Beaulac. Cependant, s'il y en a d'autres qui veulent réagir, s'il vous plaît, sentez-vous très à l'aise.
Professeur Beaulac, vous avez indiqué dans votre présentation que le principe du primauté de droit, on devrait le considérer comme un phare pour nous aider dans la modernisation du Sénat. De façon plus concrète, pourriez-vous nous dire comment les propositions à l'étude de notre comité pourraient promouvoir ce principe de primauté de droit? Écoutez, comme je débute parfois mes réponses aux questions des étudiants et étudiantes en salle de cours, je suis très conscient de mon domaine et dans un esprit de spécialisation de tous à chacun, je m'intéresse davantage aux principes, leur opérationnalisation concrètement par rapport à des propositions. Je laisse ça à d'autres. Toutefois, pour répondre à votre question, je dirais ce qui suit. J'insiste, et c'est ce que j'ai fait dans ma présentation, sur le principe de la primauté du droit, pour ne pas parler nécessairement d'ordre hiérarchique, mais pour le mettre au moins dans la même catégorie des méta-principes sur lesquels repose notre ordre constitutionnel canadien, pour, dans une large mesure, inviter les gens à prendre la perspective, prendre une distance et relativiser le principe démocratique de telle sorte qu'il ne prend pas toute la place. Parce que trop, à mon humble avis, du discours entourant les réformes, pas de façon micro comme votre question m'invite à y aller, mais au niveau macro, est trop souvent considéré en termes quasi uniquement du principe démocratique, et c'est de partir avec deux prises contre nous. Qu'est-ce que j'aimerais suggérer s'il y a juste un aspect du message que j'essaie de transmettre aujourd'hui, c'est que le principe de la primauté du droit n'est pas à être opposé avec celui de la démocratie. De suggérer qu'on va perdre du principe démocratique parce qu'on légitime les travaux, le rôle, concrètement, la façon de fonctionner du Sénat en termes de rule of law, de primauté du droit et non en termes démocratiques, c'est une fausse dichotomie, à mon avis. C'est pas le parent pauvre, le principe du rule of law. Il fait partie intégrante d'une saine démocratie constitutionnelle moderne. Alors, dans vos réflexions, quand vient le temps de donner un minimum de perspective aux propositions de réforme concrètement, le rôle des sénateurs, du président de la Chambre, la participation conjointe des parlementaires de la Chambre, etc., bien, le message, pour le redire, que j'aimerais qu'il soit gardé, c'est qu'on n'a pas à être gêné de prendre une distance et de relativiser la démocratie telle qu'un principe compris dans sa version mince, c'est-à-dire la représentation de la volonté populaire, le 50% plus 1. On doit, on peut, et pour garder la nature, et c'est ça un des enseignements centraux de la décision de la Cour suprême d'avril 2014, on peut très bien comprendre la nature et le rôle contemporain, moderne du Sénat en termes de primauté du droit, de concert, en tandem avec le principe démocratique. Monsieur le sénateur, au niveau micro, j'aimerais ajouter qu'en ce qui concerne la primauté de droit, je pense que la chose qui est plus importante, c'est l'égalité des sénateurs. And the reason why I think that's important is that if you have more and more independent senators, they have to be treated equally. That's a fundamental principle of the rule of law, is that all senators must be treated equally. So I would like to see more representation of the independent senators in the Internal Economy Committee, in the Selection Committee, so that they feel they're equal. C'est un principe de primauté de droit qui est très fondamental. Merci. Merci bien. Another comment I would have, if maybe asked anybody else, there's been a historical practice within parties, particularly House of Commons, but also in the Senate, of whipping the senators, or whipping votes to get a certain desired result. And the same thing with most senators have historically attended National Caucus, in other words, the weekly meeting of political parties, including senators and members of the House of Commons. Now, some parties have gone away from that. Is that good or is that negative? And should there be pressure, or should we try to seek consensus
to discourage attendance at National Caucus, because the National Caucus, there's obviously a peer pressure, there's a brainwashing of process information, and how about whipping of votes? Should we try to get there, or is that okay? And Yeah, it's in keeping with what I'm suggesting is that what the Supreme Court of Canada seem to be suggesting signals to you is that partisanship is fine, but political partisanship, where you're basically an echo chamber of the lower house, is not fine. And so if the whip actually creates that echo chamber, it makes you wonder whether you're actually living up to what the Supreme Court of Canada was asking you to do. So I think over time, this could actually be a huge issue that those who are presently in party caucuses have to face, because it potentially could be in violation of the ruling or the direction that the court has given you. Mr. Bodak, Oui, l'avant-dernière question au sujet de la capacité finalement d'opérer à l'intérieur de l'ordre constitutionnel sans procéder à des modifications. J'ajouterai ceci que il y a pas peu de doute que des mesures, des modifications, même celles en lien avec la présidence de la Chambre, vont être contestées. Il va toujours avoir, sans doute, des recours Galati, comme M. Galati l'a fait en ce qui concerne la loi sur la Cour suprême et la nomination du juge Nadon. Ça a monté jusqu'à la Cour suprême du Canada. On a eu un prononcé judiciaire. Nous avons la décision d'avril 2014 à l'intérieur qui identifie un cadre à l'intérieur duquel on peut tenter de réformer, de modifier certaines pratiques, certains rôles de participants, etc. Si la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut être padé, garanti à 100% que ça ne va pas être contesté, mais ma réponse courte, c'est de dire sans doute pas. Mais ce processus de trial and error est probablement très sain à l'intérieur, justement, de notre cadre constitutionnel. Et il faut avoir l'audace, je pense, j'ose espérer que le gouvernement fraîchement élu actuel saura le faire, d'aller de l'avant et essayer de travailler not outside the box, but within the constitutional box. Merci. Second round. Le Président, je vais m'exprimer en français. J'espère que ça ne rendra pas mon propos difficile à comprendre pour vous. Je veux revenir à l'idée des caucus. Et je vous ai entendu tous, et je ne vous ai pas entendu parce que je suis arrivée tard, professeur Thomas, mais j'ai lu votre article. Et je me demande comment se fait-il qu'aucun d'entre vous n'ait soulevé le questionnement de pourquoi faut-il moderniser le Sénat. On est tous d'accord qu'il faut le faire. Pourquoi le Sénat est-il devenu si partisan? Pourquoi la population canadienne est-elle si désabusée par rapport au Sénat? Ça, c'est une question à laquelle il faudrait comprendre comment le processus historique pour trouver la solution. Je suis d'avis que le fait que le Sénat ait été, depuis 150 ans, bipartisan, est à l'origine profonde de la partisanerie et du développement des règles et des pratiques qui se sont développées au Sénat. En ayant un Sénat composé uniquement de 2 groupes, où nécessairement il y aura un groupe qui aura la majorité, la tentation pour le gouvernement au pouvoir de contrôler le Sénat, de nommer encore plus de monde pour pouvoir le contourner, faire en sorte qu'il soit dans les faits aboli, parce que je peux vous dire que dans les faits, le Sénat a été presque aboli ces dernières années. On peut le dire quand on adopte des projets de loi qui sont erronés, on ne fait pas notre travail. Alors, si c'est la cause profonde, et quand on regarde les Sénats dans le monde, puis Meg Russell, hier, est allé un peu dans les mêmes idées que je propose et que je défends, on voit qu'à part les États-Unis puis le Canada, très peu de pays sont composés de Sénats avec uniquement 2 groupes. Et c'est pour cela, à mon avis, qu'au Royaume-Uni, parce qu'il y a des groupes associés à des partis, mais qu'il y a un groupe important de sénateurs indépendants, ça fait à peu près 5 groupes au total, que la partisanerie, c'est pas ça le véritable problème. Il y en a d'autres, mais c'est pas la partisanerie. Et pourquoi ici la partisanerie est-elle devenue si importante? C'est en raison de ce bipartisanerie qui rend la tentation trop forte de contrôler le Sénat. Alors,
On parle de loose cannon. On parle de gens qui vont faire n'importe quoi pour dire qu'on va empêcher de reconnaître les sénateurs indépendants comme un caucus, comme un vrai caucus comme les autres. Parce qu'actuellement, les règles sont ainsi faites que pour être reconnu comme un caucus, il faut faire partie d'un parti politique qui est enregistré auprès du gouvernement. On pourrait dire, nous, les indépendants, on va devenir un parti rhinocéros, par exemple, puis on pourrait être reconnu. C'est complètement stupide. Alors, pourquoi ne pas reconnaître, changer cette règle qui, au fond, cette règle, on pourrait le dire, et c'est ma question, est-elle inconstitutionnelle, cette règle? Parce que ne porte-t-elle point atteinte à l'idée que le droit d'association est plus fort que le droit de non-association? Est-ce qu'on pourrait, les sénateurs, aller à la Charte des droits pour dire que notre réglementation est inconstitutionnelle? Et à mon avis, si on reconnaissait, si on changeait cette règle, seulement cette règle, alors là, le caucus des indépendants serait un groupe organisé. Il siégerait automatiquement à la régie interne, il siégerait automatiquement au comité de sélection. Et les sénateurs auraient automatiquement les mêmes droits. Mais je suis très surprise que vous ne l'ayez pas soulevé, alors je vous demande des commentaires et de répondre à ma question si la réglementation, elle est constitutionnelle ou pas. Très brièvement, puis je laisserai la parole aussi à mon collègue Harold Mendes. À la question très précise, est-ce que la façon de faire, est-ce que la pratique depuis quelques 150 ans est constitutionnelle? Ma réponse courte sera de dire qu'on doit la tester eu égard aux principes qui sont identifiés, qui ont été identifiés à plus d'une reprise, mais articulés assez clairement dans la décision de la Cour suprême d'avril 2014. Autrement dit, est-ce que la bipartisanerie, puis je suis d'accord avec vous, Madame la sénatrice, que ça a certainement créé, reproduit, cloné les pratiques de la Chambre des communes en polarisant finalement tous les débats, en sursimplifiant plusieurs des débats parce que c'était soit blanc, soit noir, soit rouge, soit bleu. Alors, la réponse courte, c'est de savoir, est-ce que c'est inconciliable, cette façon de faire, la pratique sénatoriale, avec la nature même, sa nature première du Sénat, d'organe législatif complémentaire, of sober second thought. Cette question n'a pas été posée à la Cour suprême du Canada dans sa décision, donc on ne l'a pas traitée expressément. Et ça serait intéressant, dans la foulée des réformes de modernisation, de justement essayer d'extrapoler sur ce rôle-là pour finalement revenir à la genèse du rôle premier du Sénat et ainsi avoir une justification pour évincer la bipartisanerie. Permettez-moi de répondre en anglais parce que votre question est très, très importante mais très, très compliquée en même temps. And perhaps I can start by saying that in one sense, you're correct that the idea of bipartisanship is entrenched in the Senate. In another sense, it's not. There was another principle from the very beginning which was equal to the notion of bipartisanship. And I'd love to give you a quote, which again is in the great book edited by Senator Joyal, and in an article by Janet Assenberg, she quotes John A. Macdonald. And if you, this is critical. He says, "We enjoy here, which is one of the great tests of constitutional freedom. We will have the rights of the minority respected. In all the countries, the rights of the majorities take care of themselves. But it is only in countries like England, enjoying constitutional liberty and safe from the tyranny of a single despot or an unbridled democracy, that the rights of minorities are regarded." Now, what's really interesting is that Professor Eisenstadt says by the word minority, MacDonald does not mean ethnic or religious minorities, as commentators have supposed. That's their thinking now. Yeah. He discusses the issue of ethnic minorities elsewhere in the constitutional debates. Minority here refers to political minorities. That is the political opposition. In the Senate and the Commons and the populace at large, MacDonald was saying that the supreme benefit of parliamentary government is that it protects political opposition, the right to dissent, within the concept of bipartisanship. And that's where I think this whole idea of trying to create a complementary body of sober second thought comes from, not only from his
his urging of this principle. But again, bipartisanship, George Brown completely agreed with him too. So you had it from both sides of the political aisle, that what's needed is what we're actually discussing today, is how to have a body which is truly independent, yes, has partisanship, but not one which, has a whip on it on all its decisions.